Salut beau gosse. Beau gosse. T'entends l'aspirateur derrière moi ou pas? Non. Non, pas de panique, c'est pas Pascal. Ça va, t'as la forme? Oui, pleine forme. Et toi, comment ça va? Bah ça va. La nuit passée, je me suis dit, je vais jamais pouvoir, c'est pas possible. Quoi? Ouais, oui, à ce point-là. Mais c'est hard. Moi, je sais pas comment ils font les gens. Mais Pascal, lui, la nuit, il est capable de vivre la nuit. Moi, je déteste, je trouve ça glauque la nuit. Je suis pas comme vous, moi. Ben, en fait, quand tu te couches très très tard ou que tu te lèves très très tôt, t'as l'impression que la journée t'appartient. Je suis le roi! Le temps là, où tu es en train de faire des trucs, tu sais qu'à peu près tout le monde dort. Là. Oui, je comprends. Ouais. J'ai pu ressentir ça aussi avec mes cafés et mes cigarettes. J'ai plus mes cigarettes maintenant pour me détendre. Pascal, il sait plus comment faire avec moi. J'arrête pas de lui parler de clopes. Ouais, mais pourquoi tu vapotes pas? Ouais, mais tu te prends quoi comme goût alors? Cacahuètes, fromage? Non, certainement pas, mais il y a un petit goût derrière, là, mais sinon, c'est comme de la vapeur. Là. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est pas la même chose. Déjà, on le tient pas pareil. Ça, tu tiens ça comme une vieille pipe. On va ouvrir une antenne de soutien aux gens qui veulent arrêter de fumer. Mais en fait, tu vois, toi qui es en train d'écrire ton 3e livre, ça sera intéressant de comprendre vraiment pourquoi, même si on sait. Ouais. Tu vois, moi, j'arrête pas de me dire, ouais, mais c'est salopard de tobacco industry, tous ces lobbyistes. Je pense pas qu'ils fument, ceux qui sont vraiment tout en haut. Non, c'est ça. Et je me dis, mais essaye de comprendre vraiment d'où vient. Parce que bon, l'addiction physique, ça, c'est facile à comprendre, mais tu vois, t'as des pensées, quoi. Vraiment, même dans tes pensées. Alors qu'on sait. Que c'est pas bon, mais c'est plein d'habitudes. Bon, Sylvain, on va se réveiller maintenant. Oui. T'as ton café, tout? OK, je suis on. Je m'en vais vous dire des choses et vous hypnotiser avec... Ça te fait pas mal à la tête, mon Dieu, quelle horreur. Vos paupières deviennent lourdes, très lourdes. Bon, allez, j'y vais, hein. Ouais. Ah, je suis prêt. Clap. Oui. Bonjour les amis, bienvenue dans la 128 millième capsule de la déprogrammation. Sylvain est en super forme, il n'a pas dormi, mais lui, il a l'habitude. Et moi, je suis au bout du rouleau, puisque je n'ai pas dormi et je déteste ça. Ouais, c'est voilà, ça. ma fille a 1 mois et demi et les nuits sont compliquées. Salut Sylvain. Hey, comment ça va? Mes Très enfants mal. ont 26 et 22, donc moi, ils m'enlèvent pas de sommeil. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai une pensée spéciale pour tous les parents, comme on disait avec Sylvain, qui a ses 2 enfants d'ailleurs, Charlotte et Louis, qui sont donc les éditions Charlou, si vous n'avez pas fait le rapprochement. C'est ça. Et c'est les deux qu'on voit sur la couverture de la déprogrammation en plus. Que j'écrivais beaucoup pour eux autres parce que quand je me suis réveillé avec une indignation de me rendre compte de ce qu'était le monde en réalité, j'ai dit, il faut que je le change, mais pour ces deux-là, non. Oui, ça donne tout d'un coup une motivation complètement différente quand on a des enfants. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai une grande pensée pour ceux qui, comme nous ici à la maison, n'ont pas de sommeil, puisque c'est toute une aventure. Je ne savais pas, Sylvain. Bon, pourtant, j'ai déjà une fille qui a 7 ans et demi. J'avais oublié. On apprend à s'endormir. Le sommeil, ça s'apprend. C'est toute une discipline. Oui. En fait, oui, dis-moi. C'est une discipline qu'il va falloir que tu t'imposes bientôt. Oui, exactement. Mais là, Pascal fait quoi là-dedans? Là? Surtout avec un nom comme Bouteillon, il pourrait s'occuper la nuit. Alors Pascal, il est exemplaire. Franchement, j'aimerais bien lancer des pics et puis le vanner, mais je peux pas. Ah non. Okay. Il peut pas faire grand chose de plus. Et vraiment, il est totalement dévoué à cette cause. Ah, tant mieux. Non, vraiment, il m'aide beaucoup. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'arrive encore à faire des vidéos et à rigoler parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Oui, non, c'est ça. Puis là, il dort pas là en ce moment, au moins. Alors là, il est justement avec la petite merveille en train de faire une sieste pendant que maman travaille. Et voilà. Bon, en tout cas, nous, on a du pain sur la planche. Aujourd'hui, les amis, on est dans un chapitre que j'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir faire plein de parallèles avec ce qu'on vit en 2021. Si vous voyez cette capsule 30 ans plus tard, eh bien, ça vous fera un cours d'histoire. Et si c'est donc actuel, ça vous fera un cours contemporain, puisque tu nous parles dans ton livre La déprogrammation, qui est donc
le premier de cette trilogie géniale qu'on aime beaucoup, avec Guerre et mensonges, et le troisième qui est en cours. Donc, on parle de la fabrique de l'information et tu nous déprogrammes en nous expliquant les enjeux en profondeur. On est vraiment en profondeur dans les coulisses. Et ce chapitre 10, la prophétie d'Eisenhower, il est vraiment focalisé sur ce complexe militaro-industriel qui bouffe une quantité d'argent. Moi, je ne savais pas, mais alors tu vas nous expliquer. Et surtout, tu nous expliques dans ce chapitre tous les enjeux de ces mercenaires. En fait, tu vas nous parler de Blackwater et puis d'Incorp, entre autres. Et ça me fait penser à justement, donc on est en 2021, en pleine crise Covid. Je resitue aussi de nouveau pour la postérité, puisque j'ai l'espoir que nos vidéos soient intemporelles. Et beaucoup de personnes disent, à juste titre, oui, mais l'armée des pays, parce qu'il y a des manifestations dans les rues, les gens se révoltent, parce qu'effectivement, on a une atteinte aux libertés qui est historique. Oui, quand même. Et les gens disent, Sylvain, aussi chez vous au Québec, oui, mais l'armée, si elle doit intervenir, ne pourra pas attaquer ses enfants, comme on dit, toujours ses frères et sœurs. Et en fait, ce que tu nous dis déjà des programmations que tu as écrites en 2015, dans ce chapitre 10, c'est que, en fait, ça, c'est ce qu'on pense quand on ne connaît pas les coulisses, puisque les armées, en tout cas, les gens qui sont sur le terrain sont en grande majorité des gens payés 3 fois, 4 fois ou plus que les armées nationales. Et voilà, ce sont des mercenaires, ce sont leur boulot d'aller faire le sale boulot. Tu vas nous en parler mieux que moi. Et ce qui n'est pas coutume, j'aimerais juste commencer cette capsule par lire un passage de ton livre. Et c'est le seul passage que je vais lire dans cette vidéo aujourd'hui. Comme ça, tu peux allègrement vapoter et prendre ton café, puisque nous enregistrons cette capsule, il est 9h pour toi. Mais toi, comme tu dors jamais et que tu supportes bien le manque de sommeil, ça va. 9h ou 10h ou 11h. Si ça te va, je te lis pour commencer ce chapitre. D'accord. C'est OK pour toi? Oui. Tu nous fais un discours du président sortant selon toi, en fait, puisque tu commences ce chapitre en nous parlant du discours sortant, justement, de ton cher copain, Ike, comme tu l'appelles. Et tu nous dis, ben voilà, selon moi, Sylvain Laforest, si les présidents arrêtaient de regarder leur téléprompteur, je sais plus comment on appelle ça aussi. Télésouffleur, voilà, chez vous. Eh bien, s'ils arrêtaient de regarder leur écran et de rabâcher comme des perroquets ce qu'on leur dit de dire, et qu'ils étaient honnêtes pour dire bye-bye aux Américains, ils diraient ça. Alors, je vous lis parce que c'est trop génial ce passage de ton livre. C'est parti, les amis. Américains, américaines, bonsoir. Je n'aime pas personnellement la guerre et Dieu merci. Comme ma famille est riche et blanche, je n'ai jamais eu besoin d'y aller. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le choix d'attaquer. C'est ce que mes patrons m'ordonnent et ils ont bien raison. Toute notre économie en dépend. Nos banques nous ont encore menés vers une crise économique et notre pays ne connaît qu'une seule façon de s'en sortir. Pas de guerre, pas de job. Encore cette année, le Council on Foreign Relations, donc le CFR, dont on parle tout le temps, m'a dit que la dernière réunion du groupe de Bilderberg a choisi de cibler un pays du tiers-monde, sans défense, parce qu'ils sont les plus sécuritaires pour nos soldats qu'on a recrutés parmi nos pauvres et qui devront aller occuper le pays, en souhaitant qu'ils n'aient pas à utiliser leurs fusils, sinon pour atteindre les quotas de munitions fixés par le Pentagone, de concert avec les lobbyistes du complexe militaro-industriel. Rassurez-vous, les amis, la CIA est déjà sur place depuis plus d'1 an pour déstabiliser la population et ce régime qui ne voulait pas entrer dans le New World Order. De plus, nous ne prendrons aucun risque inutile. Nous détruirons le pays pendant au moins 1 mois avec tous les missiles achetés avec vos impôts, avant que vos fils et filles ne s'aventurent sur le terrain pour enterrer les cadavres. S'il vous plaît, n'haïssez pas ces étrangers, ils ne sont pas nos ennemis. Nous devons les exterminer parce que leur président refuse de laisser Exxon et BP exploiter leur pétrole et refuse à nos plus prestigieux banquiers d'aller les saigner à blanc en les enfonçant dans une dette dont ils ne pourront plus jamais sortir, comme la vôtre d'ailleurs. Bonsoir, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique tout de même.
Voilà, ça c'est Sylvain. Oui. Je suis désolée, j'étais obligée, c'est long ce passage. Mais écoute, tu commences ce chapitre, tu dis, ben ouais, en fait, Ouais. tu as tout résumé, Sylvain. Oui, en fait, c'est ça, c'est que quand je me suis rendu compte qu'on nous brainwashait par l'éducation et les médias, ben évidemment, j'ai commencé aussi à regarder à gauche et à droite pour savoir là, la réalité sur plusieurs pans de l'économie, entre autres. Et c'est là que j'ai compris en explorant le complexe militaire industriel, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Puis tout ça, on n'en parle jamais, on nous explique jamais ces choses-là, nulle part. Mais que, en fait, quand tu es dans un système impérialiste, comme le New World Order est un système impérialiste, et que les muscles du New World Order sont les États-Unis, en fait, l'armée américaine et le complexe militaire industriel américain, ben on se rend compte à quel point il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui est englouti à l'intérieur de ça. Mais pas seulement pour une des raisons militaires d'occupation et tout ça, mais simplement aussi pour le gain et le profit. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est aussi, tu sais, aujourd'hui, si on regarde la pharmaceutique, les pharmas, c'est la même chose, c'est le même principe. Et c'est probablement les deux pans de l'industrie qui nous coûtent le plus cher, mais auxquels on peut rien faire parce que si les gouvernements décident qu'on a besoin de vacciner tout le monde, ben on vaccine tout le monde. Puis si le gouvernement décide qu'on va en guerre, ben on va en guerre et on dépense pour le complexe militaire industriel. Donc, en fait, tu vois, surtout, c'est ça qui est dingue, parce que nous, on a commencé la déprogrammation et tu nous parlais du système des impôts, dont tu parles aussi dans Guerre et mensonges. Hein. Comment, pourquoi on a fait les impôts, etc. Allez voir les capsules Guerre et mensonges. Et ceux qui ont le livre, vous avez les liens dans la barre d'infos aussi, si vous aimez lire. Vous voulez offrir des cadeaux utiles, Sylvain en parle. Mais tu vois, comme tu expliques bien, c'est que finalement, ils s'en fichent complètement puisque ce sont les impôts. Les gens ne savent pas. Et là, les amis, vous allez tomber de votre chaise une fois de plus dans cet épisode. Parce que Sylvain, tu vas nous donner un peu de proportion. Tu vois, là, tu nous parles de... Tu as mis ton nez dans les budgets de 2012. Ah, mon Dieu. Oui, ben c'est ça. En fait, j'ai écrit le livre en 2015, là. Donc, je sortais des statistiques qui étaient fraîches et qui étaient quand même à jour à l'époque. Mais premièrement, il faut savoir une chose aussi, c'est que quand tu es un pays de l'OTAN, en plus, qui fait partie de l'OTAN, donc c'est l'Organisation de territoire de l'Atlantique Nord, ben il y a 27 membres et ces 27 membres-là sont tenus de donner 2% de leur budget annuel à l'OTAN, de leur PIB. Et ça, c'est énorme. Là. C'est qu'on force tous ces pays-là à donner un fric fou et presque tout cet argent-là, en plus, est englouti dans le complexe militaire industriel américain. Donc, c'est pour ça que pour les présidents ont toujours voulu maintenir l'OTAN. Et il y a peut-être le seul qui est en train de défaire le tout était Trump, là, parce que lui, il comprend très bien la game, parce que c'est un danger complet. Puis, tu sais, si on regarde l'ensemble de tout ce qui se passe aussi, même les médias qui sont toujours en train de démolir les pays pour qu'on puisse les attaquer, ben à ce moment-là, les médias aussi sont axés vers ça, vers ces dépenses-là pour les justifier. Tu sais. Aujourd'hui, là, en ce moment, en Occident, puis je suis certain que c'est pareil en Suisse, on attaque l'idéologie chinoise, OK? Puis on essaie de démolir la Chine là, sur la Chine fait ci, la Chine fait ça. Et la propagande anti-chinoise est terrible partout. C'est pas pour rien. Parce que ils veulent éventuellement pouvoir justifier une guerre contre la Chine. Donc, ils veulent amener tout le monde à détester la Chine. Alors que, dans les faits, la Chine ne fait pas du tout ce que l'OTAN voudrait et ce que nos banques industrielles voudraient. Parce qu'en fait, ce que la Chine essaie d'instaurer, dans le fond, avec le projet de la route de la soie et de la coopération de Shanghai, ben en fait, c'est vraiment un système économique parallèle au système impérial dans lequel on vit, qui est le New World Order depuis longtemps. Et il n'y a rien de militaire dans leur approche, là, parce que comme la Russie d'ailleurs, tout le système militaire chinois est basé sur la défensive et non pas l'attaque. Alors que le complexe militaire industriel américain, c'est basé sur l'attaque, l'offensive.
OK? Et puis, on va voir un petit peu plus tard que c'est une erreur aussi de faire ça parce que maintenant, les systèmes défensifs et chinois et russes ont complètement supplanté là, technologiquement tout ce que le complexe militaire industriel américain peut apporter. Donc, eux, c'est massif. Alors que pour les Chinois et les Russes, c'est efficace. Ce que tu dis dans ce chapitre, c'est que si on compare les États-Unis à un échiquier, en fait, hein, tu nous dis que le roi, ce sont les grandes banques, et la reine, le complexe militaro-industriel. Oui. Ben, je dirais le pétrole, mais les deux tours sont le complexe militaire industriel. En fait, c'est que pour moi, c'était les trois princes du pognon. Là, c'était vraiment là, les trois sources. Et c'était ça, effectivement, banque, pétrole et le complexe militaire industriel. Mais ce que nous, en fait, on n'a pas appris à l'école, une fois de plus, c'est que en fait, toute la stratégie vient dans la privatisation de la guerre. Oui, en plus, on va voir, puis ça coûte cher. Et c'est ce qui coûte si cher en ce moment dans le budget américain. Bon, si on regarde là, juste des chiffres. C'est parti. Oui, c'est ça. Si on regarde des chiffres, les dépenses militaires américaines, là, c'est presque 800 milliards. OK? Et ça, c'est depuis 2014, mais c'est encore autour de ça. Je pense que c'est 765 milliards cette année. Et si on regarde le deuxième pays mondial qui dépense le plus aujourd'hui, c'est la Chine avec 230 milliards. Mais on parle de presque 4 fois moins, là, et c'est loin. Pour que les gens se rendent compte, Sylvain, parce que là, à force de parler de milliards, on n'a plus vraiment de repères. Les budgets est-ce que c'est balancé avec les budgets pour la santé, l'éducation, ces choses-là? Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on parle de plus de la moitié de l'ensemble du budget américain, budget annuel. C'est pour la guerre. C'est pour la guerre. Et ça va dans les poches des industries militaires. Là. Parce que, en fait, c'est là où il y a une grosse différence avec la pharmaceutique qui, elle, est payée par les poches des citoyens, via les assurances aussi beaucoup. Mais tout ce qui est dépenses de guerre passe par les impôts, au fond. Et, donc, les gens, avec leurs impôts, financent la guerre. Oui. Donc, on dit toujours, oui, mais moi, je suis fière de payer mes impôts parce que ça contribue à l'arrêt de bus de mon quartier, l'entretien des... Et toi, ce que tu nous apprends, c'est que non, ça, c'est les taxes. Non, oui, c'est ça. Les impôts, hein. Oui, et quand je dis plus de la moitié, c'est qu'il faut regarder après ça, si c'est 55% du budget annuel des États-Unis, il reste 45% pour tout le reste. Pour la santé, pour l'éducation, pour je veux dire, la justice, et c'est tout. Et donc, c'est là où on voit la démesure la plus complète et totale de cet argent-là. Et, tu sais, puis je voudrais pas oublier de mentionner que dans les budgets annuels, là, tu sais, 765 grosso modo pour les États-Unis, 220 à peu près pour la Chine et la Russie, qui est la seule armée invincible de la planète, 65 milliards seulement. 65, c'est 10 fois moins, 12 fois moins que le budget américain. Et pourtant, la Russie, tout le monde les craint militairement parce qu'ils sont absolument devenus invincibles. Et c'est là qu'a été l'intelligence de Poutine, au fond, c'est que au lieu de faire du pognon, au lieu de construire un arsenal pour envahir des pays et tout, il a fait un système défensif et ce n'est basé que sur l'efficacité de ce système-là, pas basé sur la quantité. Il y a aussi des trucs là, qui sont vraiment importants de comprendre. C'est que aux États-Unis, OK, il y a un exemple, moi, qui m'a frappé, c'est un casque d'infanterie en Kevlar. OK, un casque d'infanterie en Kevlar aux États-Unis, le gouvernement va le payer 4 000 $ chaque casque. OK? En Chine, c'est 50 $ à peu près. OK? Donc, on peut voir que, et donc, on parle de 100 fois moins, là, grosso modo. Là. Ouais. Et donc, ça veut dire que la Chine, avec un budget de 220 milliards, peut être triplement équipée par rapport au budget américain. Tout à fait. Donc, il y a aussi que ce complexe militaire industriel-là est complètement démesuré dans les dépenses. Quoique, en même temps, on va voir qu'un missile nucléaire qui peut faire passablement de dégâts, là, comme le missile Trident, va coûter quelque chose comme 80 millions, alors que un avion va coûter presque 1 milliard. Là. Le F-35 coûte presque 1 milliard. Mais ce que tu nous dis dans ton chapitre, là, le 10,
c'est qu'en fait, il y a un système de porte tournante, où nous, on appelle ça aussi le pantouflage. Et c'est pour ça que je dis que on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit maintenant. Hein, tu expliques que les anciens hauts commandants qui travaillaient au Pentagone se retrouvent. Hein, comment ça fonctionne? Explique. En fait, c'est ça, c'est que c'est toute une organisation de A à Z là, sur comment. Bon, premièrement, ça, tout le monde, on peut le rappeler, c'est que si on part en guerre, le gouvernement va avoir besoin d'argent, donc on emprunte de l'argent factice aux banquiers. Et on transmet cet argent-là au complexe militaire industriel et les gens, avec leur impôt, vont devoir repayer cet argent-là parce que ça fait maintenant partie de la dette nationale. Puis la dette américaine est à 26 trillions, je pense, aux dernières nouvelles. Donc, c'est complètement fou. Puis, évidemment, il y a personne nulle part qui avait 26 trillions de dollars à prêter. C'est de l'argent factice qui est créé par les banques, mais à partir du moment où on leur repaye à travers nos impôts, à ce moment-là, on paye surtout des intérêts de toute façon, mais cet argent-là se met à exister, mais dans les comptes des banques privées. Et ça, c'est la chose la plus importante. Mais pour ce qui coûte le plus cher, en fait, avec l'armée américaine, ce qui est le gros de leurs dépenses, là, c'est que on est rendu avec deux armées, en fait, aux États-Unis. Tu as une armée militaire traditionnelle, officielle, nationale, qui coûte pas tant que ça, en fait. Mais cette armée-là n'est pas toujours pratique parce que tu es obligé de déclarer des guerres officielles et tout pour aller envahir un pays, tout ça. Donc, ils ont développé une armée parallèle qui est une armée de mercenaires. C'est vraiment c'est des sociétés privées totalement. Et ce qui arrive, c'est que tous ceux qui font leur formation dans le militaire national, éventuellement, s'ils veulent faire du vrai pognon, vont passer chez les mercenaires, là, les anciens Blackwater qui ont été absorbés pas mal, mais les DynCorp, puis bon, il y a quelques sociétés comme ça. Et c'est là qu'ils vont faire beaucoup de pognon parce qu'un soldat de l'infanterie normale de l'armée américaine nationale va faire 200 $ par jour, là, un salaire qui est correct, mais sans plus. Mais pour faire le même job au privé, il peut être payé 4 fois plus. Là. Il va faire 1000 $ par jour. Il va faire et donc on voit à quel point ça coûte cher, mais c'est là qu'on comprend comment le budget démesuré des Américains est justifié justement par cette armée double-là. L'avantage de ça, c'est pas seulement de pouvoir, au fond, mener des guerres illicites, là, mais c'est que quand on vient pour comptabiliser le nombre de militaires qu'on a dans l'occupation d'un pays, tout ce que le gouvernement déclare toujours, et les médias, nos gentils médias qui ne font jamais enquête sur rien, et qui ne font que régurgiter comme des perroquets ce qu'on leur dit, c'est que au fond, ils nous déclarent seulement les soldats nationaux qui sont là, OK? Et par exemple, l'Afghanistan, c'est le meilleur exemple là, parce que en Afghanistan, l'occupation a duré quand même 20 ans, là, et presque 20 ans, et ça a été énorme. Et à la fin, on disait, il reste 8000 soldats américains, donc ça a l'air pas si pire que ça. En réalité, il y avait 40 000 contractuels privés qui étaient là. Donc, on parle une armée de 50 000 personnes qui étaient là en réalité, mais on ne nous mentionnait jamais ces 40 000-là. Pourquoi? D'ailleurs, ce que tu dis même, c'est que 93% de ces 40 000 privés étaient d'origine afghane. Donc, 93% pour les Français. C'est ça qui est dingue en plus. Oui, puis on les paye avec l'argent des impôts des Américains, eux aussi. Parce que c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on fait une invasion d'un pays, c'est que en plus, on va recruter sur place des gens qui vont travailler pour vous. Puis, tu sais, ce qu'on appelle là, des missions de formation de l'armée locale, là, en réalité, c'est ça, on forme des mercenaires qui vont travailler pour vous à l'intérieur du pays. Puis quand ils sont partis là, à la va-vite de l'Afghanistan il y a quelques semaines là, à peine, là, puis là, on disait les pauvres Afghans sont laissés à eux-mêmes, les soldats nationaux sont tout ça. C'était en fait des traîtres qui travaillaient pour les États-Unis là, à ce moment-là, qui étaient. Et faut remarquer que quand même, les talibans ont quand même fait un effort pour pas trucider tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui ont été arrêtés. À l'intérieur de ça, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en prison, particulièrement les commandants de ces unités-là.
Parce que Donc, tu vois, les gens qui regardaient la télévision, ils voyaient Obama qui enlève il a quand même eu le prix Nobel de la paix. oui, en fait, un des Qui deux retire les prix. troupes, hein. Mais il y en avait, toi tu nous dis dans ton Oui. chapitre qu'il y en avait 12 000 privés qui étaient restés là-bas. Oui, c'est ça. Ben, ça, en Irak, c'était la même chose. C'était à peu près les mêmes proportions aussi. Tu sais, on laissait 4 000 soldats, mais il y en avait 12 000, effectivement, qui étaient des contractuels privés. Et Mhm. ce qui est fou avec aussi ces compagnies-là, c'est qu'ils n'ont pas une éthique très, très forte. Comme, en fait, il y a des cinglés qui vont là parce qu'évidemment, quand tu as fait ton service militaire pendant 2, 3, 4 ans, là, une semi-carrière, puis que, bon, la plupart en ont marre, puis ils se retrouvent avec des syndromes post-psychologiques là, terribles, parce qu'ils ont compris la réalité de ce qu'ils faisaient. Oui. Mais les cinglés, eux, vont passer chez les mercenaires. Là. Tu sais, ceux qui ont finalement qui ont aimé ça puis qui sont prêts à continuer le boulot pour encore plus de fric. Mais eux n'ont pas la même éthique parce qu'évidemment, ils font ça sous le tapis. Là, ça passe sous le radar et il y a des gestes absolument incroyables. Puis, on peut comprendre aussi que l'occupation afghane était beaucoup liée à l'exploitation de l'héroïne. OK, donc c'est pas l'armée officielle qui s'en occupait autant que ces contractuels-là. Parce que comme de toute façon, c'était quelque chose d'illicite, ben il y avait mieux que ça sorte pas sur la comptabilisation officielle des livres qui auraient été obligés de faire avec l'armée. Là. Tu parles de comptabilisation officielle et ce que tu dis aussi, c'est que, bon, pour l'opinion publique, parce que tout vient de là, hein, on parle de propagande, etc., dans ce livre des programmations, Ouais. pour que l'opinion publique aussi, parce que pour l'Irak, Ouais. les Américains manifestaient quand même dans la rue pour dire on veut pas la guerre. Et ça, tu nous en parleras dans le chapitre prochain, comment ils ont amené avec le Patriot Act, tout ce discours de propagande pour que finalement les gens acceptent. Mais quand tu parles de chiffres, ce que tu nous apprends aussi, c'est que les morts au combat, ne rentrent pas dans les chiffres quand ils sont dans les sociétés privées. Voilà, c'est la même chose aussi, c'est que quand on parle, pour le Vietnam, il y en avait un peu moins, mais on va parler de 55 000 morts pour le Vietnam, 56 000 morts. Mais en réalité, il y en a eu pas loin de 100 000 parce qu'il y avait aussi des sociétés privées qui étaient impliquées. Et aujourd'hui, la proportion est encore pire. Là. Je veux dire, aujourd'hui, si on parle de 500 morts en Syrie ou grosso modo, en réalité, il y en a eu probablement 3 000 à 4 000 parce que ceux des sociétés privées sont pas du tout comptabilisés. En fait, c'est vraiment c'est la manière la plus insidieuse de faire la guerre sans la déclarer. Puis les médias n'en parlent pas non plus parce que tout ça est justifié par le fait que c'est pas du recours national. Il ne s'agit pas de l'armée nationale. Il s'agit de contrats privés, mais c'est payé avec le même budget. Là. Mais tu nous parles aussi de conflits d'intérêts au sein justement des médias. Oui. Tu nous dis qu'à la télévision, c'est devenu un peu télé-shopping. Hein? Oui. Ben, en fait, tantôt, tu parlais justement là, des transfuges. Et ça, c'est une énorme part du complexe militaire industriel et du fonctionnement. C'est que pour le simple soldat ou le sous-officier, la façon de continuer à faire du pognon, c'est de passer au mercenariat. Pour les hauts officiers, pour les hauts gradés, les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels, eux, ils vont devenir des lobbyistes très souvent. Et donc, ils vont aller faire des pressions, ils vont tourner toujours autour du Pentagone où ils ont probablement le même bureau là, en quelque part. Puis ils vont faire des pressions pour vendre des trucs, faire acheter des trucs, mais en fait, ils sont des représentants des compagnies militaires et chacun essaye de soutirer les appels d'offres, de gagner les appels d'offres là, pour leur patron. Et c'est un énorme problème. Et encore là, c'est avec la pharmaceutique, les industries militaires sont ceux qui ont plus de lobbyistes à Washington. Donc, ils vont chercher tous les contrats, tout ça. Et un lobbyiste est payé 330 $ de l'heure pour aller faire ce travail-là. Alors, oui, et sans compter tous les à côté, parce que là, tu nous parles de salaires qui tournent autour de 2 millions par année pour des anciens hauts commandants. Hein. C'est pas rien. Puis il y en a que les conflits d'intérêts là, sont multiples. Si on regarde ça, le moindrement avec une loupe, là, ça serait incroyable. Dans la déprogrammation, j'ai parlé en fait de l'exemple de Stephen Hadley,
qui était un général et qui est devenu un commentateur à la télé. Qui est devenu un commentateur à la télé et qui était en plus lobbyiste. Donc, il y avait 3 fonctions, puis ce qui lui permettait de faire ses commentaires qui étaient à la télévision où on disait, ben, on va avoir besoin d'attaquer ce pays-là avec des missiles Tomahawk. On n'a pas le choix, c'est ce qui va avoir de plus efficace pour ne pas exposer nos soldats. Donc, on va lancer des missiles, tout ça. Mais il était représentant de la compagnie Raytheon. Il était sur le conseil d'administration de la compagnie Raytheon qui fabrique le missile Tomahawk. Donc, il allait à la télé pour vendre ses missiles là, carrément. Et en même temps, il faisait des pressions à l'intérieur du Pentagone pour acheter les missiles. Donc, on se rend compte, puis lui, il est payé à la fois par Raytheon, il a sa cote part, il est payé à titre de lobbyiste, puis il est payé à titre d'analyste pour la télévision aussi. Ça fait que c'est là qu'on se rend compte. Et il y en a un, là, c'était terrible, je me souviens plus de son McKierney, je pense, son général McKierney ou quelque chose comme ça, qui lui avait déterminé que en Irak, il y avait besoin de véhicules blindés, là, puis il parlait, là, ça prenait 500 véhicules blindés, tout ça. Et il avait été plaidé sa cause auprès du Pentagone, là, on doit avoir les véhicules blindés, puis il avait absolument pas parlé du fait qu'il était représentant officiel de la compagnie qui fabriquait ces véhicules blindés-là. Et je veux dire, c'est incroyable. Et on ne nous parle jamais de ces trucs-là. Jamais, jamais, jamais. Et c'est une horreur totale. Tu sais, je vais revenir à Ike un petit peu. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça la prophétie d'Eisenhower. C'est que Ike a été président des États-Unis quand même pendant 8 ans. OK? Et particulièrement avec la guerre de Corée, le complexe militaire industriel avait fait beaucoup, beaucoup de pognon avec lui, tu sais. Et quand il a fait son speech pour dénoncer le complexe militaire industriel, ben c'est à 61, c'est 1 an après qu'il ait terminé son mandat. et finalement, il a fait exactement la même chose que Woodrow Wilson avait fait comme aveu par rapport à la création de la Federal Reserve. Lui, il l'avait fait 6 ans après la fin de son mandat. Et dans le fond, ils viennent avouer qu'ils ont été des mauvais présidents parce qu'ils ont agressé exactement ce qu'ils dénoncent là, pendant leur mandat. Et c'est pour ça que pour les Américains, ça a été un choc de découvrir avec le speech d'Eisenhower l'importance du complexe militaire industriel américain. Mais la réalité, c'est que tout leur fric va là-dedans. Par contre, ce qui est aussi, je pense, vraiment important de souligner, c'est que l'économie américaine s'effondrerait sans ce complexe militaire industriel-là. Mais c'est combien? C'est des milliers et des milliers d'emplois. Oui, ben c'est ça. Tu nous fais une liste, hein, d'ailleurs, de compagnies qui dépendent de ça. Oui, ben je vais en parler justement après, mais c'est ça, c'est qu'en fait, au niveau idéologique, c'est que quand on achète un missile, ben on fait pas juste acheter un missile à Raytheon, mettons, pour le missile Tomahawk, là. Mais Raytheon, lui, pour fabriquer ce missile-là, il a acheté de l'acier, il a acheté de l'aluminium, il a acheté des fils électriques, il a acheté de la poudre, il a acheté de l'informatique, du matériel informatique. Et donc, c'est là où on se rend compte que dans la fabrication de missiles, ben c'est une ramification là, énorme là, au niveau de l'économie, tout ça. Et si on regarde simplement là, au niveau de la liste là, des 10 plus grosses compagnies militaires américaines, ben dans les 10, là, celle qui fait le moins d'argent, on parle de 15 milliards. Et ça monte jusqu'à une centaine, plus de 100 milliards là, au fond. Et bon, là-dedans, il y a Boeing, il y a Raytheon, il y a, je pense, Carlyle est là-dedans aussi, Carlyle qui appartenait au Bush, là, grosso modo. Et c'est des compagnies énormes et c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont reliés à cette compagnie-là. Mais si on regarde au-delà de ça, on peut presque parler de millions d'emplois. Si on regarde toutes les composantes de ce que ces compagnies-là vendent, ben à ce moment-là, là, c'est une ramification qui passe à travers tous les États-Unis. Et s'il fallait qu'on démilitarise complètement les États-Unis puis qu'on les retire de leur rôle de muscle de l'Empire,
à ce moment-là, là, c'est Et ces compagnies-là, tu nous dis, financent les partis politiques. Ah, ben oui, ben c'est ça, c'est qu'en plus, ils ont tellement de fric, ils ont tellement de pognon qu'ils peuvent se permettre absolument n'importe quoi. Donc, c'est une chose de payer des lobbyistes à 330 $ de l'heure, là, 330 $, mais c'est après ça, ils s'achètent le pouvoir politique aussi. Et en finançant, parce que si on regarde le financement là, des candidats politiques, c'est toujours la même chose, c'est que les compagnies militaires sont toujours parmi les plus, ceux qui financent le plus les compagnies. Les pharmaceutiques sont aussi dans ces listes-là. Puis, ce qui arrive, c'est que à partir du moment où un parti et un candidat est financé massivement par une industrie, un pan de l'industrie, tout ça, après ça, avec son élection, il leur doit son élection. Et donc, c'est là où on comprend que le rôle du président, après, va être de repayer ses financiers. Okay. Ah, c'est un porte-parole, comme on dit. Bah, en fait, est-ce que tu as l'impression aussi, toi, Sylvain, que depuis 2020, avec cette crise Covid, maintenant, c'est flagrant, ça? Oui. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est flagrant encore, puis c'est ce qui fait que ça vaut la peine. En France, en tout cas, ça l'est. Hein? Ah oui, non, oui, ça, c'est sûr, mais même, on parle pas tant que ça encore du complexe militaire industriel, qui est pourtant une source importante de nos maux, de nos maux économiques. Je faisais plus référence à la pharma dans cet appui financier des politiques. Hein. Je faisais surtout référence à la pharma. Parce que là, on est plus sur le thème de ton 3e bouquin, mais disons que tout se rejoint quand même. C'est le même fonctionnement. Oui, c'est le même fonctionnement. Puis on voit que. Puis encore là, c'est des. Tu sais, c'est lié aussi idéologiquement à la technocratie, qui est quand même une idéologie qui remonte aux années 30. C'est parti en 1935. C'est la commission trilatérale. Pour eux, c'est des technocrates et ce qu'ils veulent instaurer aux États-Unis, c'est une technocratie. En fait, c'est déjà une technocratie, les États-Unis, sauf que c'est par le gouvernement dans l'ombre, le shadow government des États-Unis, qui est en réalité une technocratie. C'est une technocratie qui est partagée, je dirais, entre le militaire et le médical, grosso modo. Et cette année, ça a été beaucoup avec la pandémie, la technocratie médicale qui nous a menés. De quoi on parle? Ben, en fait, c'est qu'on se rend compte que le sort au complet de la société, de notre quotidien, de nos dépenses, tout ça est lié à des spécialistes médicaux qui imposent via l'OMS, via les santé publiques, on nous impose toutes sortes de trucs et on n'a rien à dire parce que c'est eux les spécialistes. D'autant plus que ce qui est fou, parce que toi, tu commences ton livre La déprogrammation en nous parlant justement de ce mirage de la démocratie où les gens pensent qu'ils sont libres parce qu'ils votent. Et en fait, et on en a parlé plusieurs fois, toi et moi, tous ceux qui ont, entre guillemets, pris les décisions là pendant ces 2 dernières années, c'est pour ça que je fais le parallèle, ne sont pas des gens qui ont été élus. Tu parles de l'OMS, tu parles de tous ces experts-là. Oui, puis en fait, il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça, c'est que en ce moment, bon, évidemment, la pandémie est en train tranquillement ça bouge et c'est en train de devenir très, très, très instable. Parce que là, il commence à avoir des poursuites à gauche et à droite, des poursuites en cours par des organismes, par des regroupements, des recours collectifs. Là, en Inde aussi, hein, ça n'arrête pas. Hein. Oui, c'est ça, puis c'est en train de péter de partout. Et ici, au Québec, ben on a une enquête et une poursuite, deux trucs séparés qui se font contre Horacio Arruda, dans le fond, qui est le directeur de la santé publique du Québec. Et évidemment, lui n'a pas l'immunité qu'on donne aux politiciens. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse l'attaquer. Il y a pas, alors que les politiciens, eux, ont toujours une immunité qui est liée à leur fonction. Comme ils ont été élus, on peut pas les imputer criminellement de ce qu'ils font. Mais oui, les organismes comme la santé publique, c'est des trucs qui ont rien à voir avec l'élection, qui ont rien à voir avec la démocratie. Et c'est le principe même de la technocratie, dans le fond, parce que la technocratie, c'est une tyrannie par des spécialistes d'un pan de l'économie.
Là, on vit dans une technocratie en ce moment médicale terrible. Et ça a déjà été la technocratie militaire aussi, tu sais. Et, tu sais, si on veut comprendre aussi, là, on disait tantôt que le financement des candidats est beaucoup lié aux compagnies. Ben, on peut voir que selon ce que les présidents ont dépensé pour le militaire dans leur mandat, on peut voir le sort qui leur est lié dans l'histoire. Et ceux qui n'ont pas dépensé autant qu'ils étaient supposés, ben souvent, on dirait un seul mandat. Ou une balle dans la tête. Oui, c'est ça. Oui, il y a celui-là aussi. Oui, parce que, encore là, c'est beaucoup, beaucoup lié au financement parce que si on regarde JFK, John F. Kennedy, lui, comme son père était déjà multimilliardaire, ben, il n'a pas eu besoin du soutien pour mener sa campagne, du soutien des pharmaceutiques, mais aussi, surtout, du soutien militaire. Ce qui est aussi d'ailleurs un peu le point commun avec Trump. Oui, c'est ça, c'est un milliardaire. Et donc, ces gens-là, n'ayant pas besoin du soutien, ben, ils ne doivent rien quand ils arrivent au pouvoir. Et c'est ce qui fait... donc, c'est là qu'on comprend toute la différence idéologique qu'ils sont capables d'amener parce que eux n'ont pas besoin d'être des présidents bellicistes et qui vont entraîner le pays dans la guerre, mais ils vont plutôt essayer justement de défaire ça. Et ils sont en mesure de le défaire parce qu'ils n'ont pas été financés. Tu sais. Mais si tu regardes des présidents comme Nixon, qui, eux, lui, n'avait pas d'argent. Nixon, c'en est un. C'est un très bon exemple. Mais même George W. Bush, père, OK, qui n'a pas fait les dépenses militaires qui étaient supposées, ben, ça s'est terminé après 4 ans pour eux. Puis dans le cas de Nixon, c'était pire, c'est que comme il y a eu une tendance vers la deuxième partie de son mandat, il y avait une tendance beaucoup à réduire, puis il était en train de sortir du Vietnam tranquillement. Ben ça, évidemment, le complexe militaire industriel était pas très heureux de ça. Et donc, on a sorti un scandale pour le Watergate et on l'a sorti de là. Et c'était pour mettre en place, pour continuer, en fait, la guerre. Bon, ça s'est arrêté quand même parce que de toute façon, c'est en train de s'essouffler de tout bord, tout côté. Mais c'est probablement beaucoup dû, la fin du mandat de Nixon et le Watergate, en fait, est beaucoup dû au fait que lui était pas très complaisant pour les compagnies militaires vers la fin, surtout vers la fin de son mandat, parce qu'au début, il est arrivé puis il ne pouvait pas faire grand-chose. Là. Même Kennedy, quand il est arrivé au pouvoir en 60, il y avait tellement d'opérations en cours, il y avait tellement de trucs en cours qu'il ne pouvait pas tout arrêter. Donc, il y en a qui vont dire, oui, Kennedy a signé pour envoyer plus de monde au Vietnam. C'est vrai, au début, il n'y avait comme pas le choix. Mais idéologiquement, il était contre la guerre du Vietnam et on peut le voir que plus ça allait, ben, un mois avant de se faire assassiner, il avait signé un décret comme quoi il voulait que tous les militaires et même les conseillers militaires soient sortis du Vietnam pour 1965. Donc là, c'était sa vraie décision parce que là, il était au pouvoir depuis déjà presque 3 ans là, quand il a fait ça. Depuis 3 ans, en fait. Tu vois, c'est ça que tu nous entraînes aussi pour les gens qui n'ont pas vraiment aimé l'histoire, se remémorer le système, comment fonctionne, parce que finalement, c'est toujours un peu la même stratégie, parce que ça fonctionne, pourquoi la changer? Tu vois, c'est pour ça aussi que moi, je m'étais quand même clairement positionnée, parce qu'on a eu quand même, on a vu beaucoup de manifestations cet été. Et j'avais fait une vidéo cet été qui a pas été comprise par un certain nombre de personnes qui n'ont pas écouté ce que je disais. Parce que je disais dans cette vidéo, si vous allez manifester en France, en tout cas, il y a eu un grand... bon, il y a eu aussi les Gilets jaunes qui a duré plein de temps. On a vu ce que ça a donné. Hein, ils se sont fait fracasser la tronche, bref. Et je disais, mais si vous y allez pour vous mettre en réseau, c'est efficace. Mais si vous y allez en pensant que il suffirait que une tête tombe, par exemple un président, pour que ça change, mais vous n'avez pas du tout compris comment ça fonctionne. Non. Vous n'avez pas gagné du tout. Tu vois, tout le système est tellement gangréné depuis loin que ça demande un effondrement absolu, mais surtout un effondrement à l'intérieur de son système de raisonnement, tu vois, Sylvain. Oui, ben c'est ça. Déprogrammer complètement, reconstruire tout. Le pouvoir présidentiel ou d'un premier ministre est théorique. OK?
C'est-à-dire que c'est presque l'ensemble de nos présidents et premiers ministres qui ne sont que des visages. OK? Des marionnettes. C'est vraiment des marionnettes, en fait, parce que aux États-Unis, en fait, là, c'est interchangeable. Là. Tu sais, je veux dire, que tu mettes, que ce soit Obama, George Bush, peu importe, là, en quelque part, là, c'est des visages qu'on met. Oui. Et le réel gouvernement qui est derrière, qui aux États-Unis est composé et séparé entre le CFR et la Commission trilatérale, c'est eux qui prennent les vraies décisions, les réelles décisions. Et c'est certain que pour des compagnies privées comme mettons, les compagnies industrielles du complexe militaire industriel américain, ces compagnies-là, pour aller chercher les contrats, doivent avoir des lobbyistes, tout ça. Mais l'argent pour les contrats est déjà disponible parce que ça a déjà été décidé par le CFR qu'on va aller attaquer tel pays et tout ça. Donc, oui. C'est là où il faut comprendre le pouvoir réel. Ils sont toujours en train de changer. Puis, mais quand je dis que c'est un pouvoir théorique, c'est que historiquement, ils s'en sont presque pas servis. Tu as réellement des présidents qui vont avoir des tangentes un peu plus militaires ou un petit peu moins militaires et qui vont mettre des bâtons dans les roues des opérations du gouvernement dans l'ombre. Donc, Nixon qui était en train de réduire parce que tu as un pouvoir réel en tant que président. Tu as tout ce qu'il faut, là. Tu as tout ce qu'il faut pour prendre des réelles décisions. Tu peux, par décret, décider de n'importe quoi. La plupart ne le font pas là, parce qu'ils se rappellent très bien de ce qui va leur arriver s'ils ne vont pas dans le bon sens. Là. Mais c'est là où on peut comprendre donc que tu as des Bush et des Obama qui vont faire exactement ce qu'on leur dit de faire et qui ont été vraiment des marionnettes de A à Z. Puis la différence avec un Trump qui, lui, a décidé de prendre le réel pouvoir qu'il peut avoir en tant que président, puis il a décidé de s'en servir pour changer le cours des choses. Mais même pour Trump, c'est du tricotage pour arriver à tes fins parce que il faut qu'il compose avec des pressions énormes de tout bord, de tout côté. Qui, bon, par rapport à la Corée, l'OTAN voulait attaquer la Corée. Ça, c'était clair, net et précis. On était dans une montée, une militarisation autour de la Corée du Sud qui était au fond, qui est une graine qui appartient à l'OTAN et qui était devenue une base là, théorique de l'OTAN, se militarisait. Il y avait de plus en plus d'équipements qui allaient là et on se préparait à une attaque sur la Corée du Nord. Et Trump ne pouvait pas simplement juste arrêter tout ce processus-là. Et donc, c'est là où il a été son génie. C'est que, au fond, l'OTAN, quand vient le temps de faire une intervention, ben, ce qu'ils font, c'est de la propagande pour démoniser le pays qu'on veut attaquer, comme ce qu'on fait avec la Chine aujourd'hui. On le fait avec la Corée du Nord à l'époque, avant 2016. Et Kim Jong-un était un détraqué mental et tout. Alors que, selon ce que j'entends, il est quand même pas mal aimé dans son pays parce que où le logement est gratuit et tout le monde travaille. Là. Mais donc, on l'avait démonisé. Et c'est important pour l'OTAN de faire une guerre vertueuse, toujours. Tu sais, on fait une attaque, mais c'est pour la démocratie. Donc, évidemment. Oui, c'est ça. Mais donc, Trump, lui, son génie, ça a été de rendre la chose tellement grossière qu'on ne pouvait plus attaquer de manière vertueuse. C'est que lui, il a traité Kim Jong-un de clown, de Rocketman, et il disait, on va raser votre pays jusqu'à la terre et il n'y a plus rien qui va exister. Puis donc, on voyait dans le fond, Trump a pris le rôle du clown détraqué, volontairement, pour que s'effondre la possibilité d'attaquer le pays pour une raison qui devenait donc très mauvaise. Et genre, ça devenait un peu comme la croisade d'un fou furieux, là, cette guerre-là. Oui, on s'en souvient, hein, c'était non-stop tous les jours. Oui. Et puis à la fin, on les voit en train de se serrer la main, être de grands copains. C'est ça qui est le plus drôle parce que donc il a réussi à arrêter la guerre, la militarisation qui montait contre la Corée du Nord, puis ils se sont retrouvés à faire une marche dans un parc ensemble et ils sont devenus, comme à la fin de Casablanca, les meilleurs amis du monde. Mais donc, la plupart des gens
n'ont pas compris ce qui s'est passé dans ce cas-là, puis ils pensaient que Trump était fou, malade mental, comme les médias n'arrêtaient pas d'en parler, mais en réalité, il a joué ce rôle-là pour empêcher la guerre, et il a fait la même chose avec le Venezuela. Il a fait la même chose avec Maduro. Là, ça a été la même chose. Il y avait une montée militaire contre le Venezuela. Je veux dire, au Brésil et en Colombie, on se préparait à faire de l'intervention militaire là, massive contre Maduro. Et Trump a même envoyé des bateaux, mais en réalité, ces bateaux-là étaient plus pour la sécurité du Venezuela qu'autre chose, parce que le réel pouvoir, le réel jeu qui se passait dans les coulisses, c'est que Trump essayait d'empêcher la CIA d'attaquer le Venezuela par la Colombie et le Brésil. Et donc, il a rendu très, très, très difficile l'intervention militaire parce que, encore là, il avait traité Maduro de fou furieux, mais il l'avait fait comme s'il avait été lui-même un fou furieux, là, un malade mental. Et ces attaques-là dans les médias, je pense que les gens, même les médias, comprenaient pas ce que Trump faisait. Et ils ont décidé. Là, tu parles de guerre, comme on a tous, on va dire, grandi avec la notion de ce que c'est la guerre, tous ces budgets, etc. Et on a découvert maintenant ce que peut être une guerre bactériologique. En plus, là, on est vraiment dans une autre dynamique. Ouais. En fait, moi, je suis un peu partagé par rapport à ce qui se passe comme tel, parce que j'ai comme l'impression que on n'est pas capable de faire des virus comme la peste, par exemple. Je pense qu'on n'est pas capable. La peste, ça a été terrible à cause de conditions sanitaires terribles. Donc, il y avait, ça se répandait de manière, je veux dire, les gens étaient affaiblis en partant, n'avaient pas des systèmes immunitaires qui étaient très forts. Dans les époques, ça s'est passé au 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle, jusqu'au 16e, je pense. Puis, et donc, je pense que la peste n'est plus aujourd'hui possible. Je pense qu'ils sont capables de faire des virus, de produire des virus qui sont très, très, très dangereux. Mais je pense que la question de la virulence, donc de le répandre à grande échelle, je pense que c'est plus compliqué qu'on pense. Et que comme par rapport au corona, là, si on en vient à ça, là, finalement, c'est que j'ai l'impression que c'est plus une guerre de statistiques. Parce que en réalité, si on regarde les statistiques, c'est la grippe. Alors, ce qui est quand même faux aussi, Sylvain, c'est que les gens, quand on parle de mort, même tu parles des statistiques, mais au-delà du chiffre, il ne faut pas oublier qu'on ne les a pas traités, on ne leur a rien donné. Alors, quand tu te dis qu'il y a des pays en sous-mortalité, alors qu'il y avait, soi-disant, un virus méga tueur et que ces gens-là, on ne les a pas soignés, qu'on leur a dit restez chez vous et que malgré le fait qu'on ne leur a rien donné, il y a une sous-mortalité, c'est vrai qu'effectivement, ça rejoint ce que tu émets comme hypothèse. Ben, en fait, c'est ça. Puis non seulement ça, mais ça serait même prouvé avec le fait que l'influenza et plusieurs autres petits rhumes et grippes sont disparus des statistiques. Alors ça, c'est un fait absolu. Oui. Mais effectivement, les personnes qui, maintenant, on va dire à la fin 2021, sont conscientes et concentrées sur le discours de la fabrique de l'information actuelle, on parle dans les médias maintenant de retour de la grippe très virulente vu qu'elle aurait disparu en 2020. Et en fait, toutes les personnes qui vont probablement ou qui pourraient s'effondrer à cause d'effets secondaires de certaines substances injectées depuis un certain nombre de mois seraient, comme par magie, maintenant attaquées par une méchante grippe qui arrive. Effectivement, hein, on dit un peu ce qu'on veut. Dès qu'on a un beau décor, comme tu nous le dis, un beau décor, tout bien c'est mis ça, en place. En fait, là, on s'égare un peu du complexe militaire, mais en même temps, c'est lié. C'est que, dans le fond, la guerre bactériologique, je pense aussi que c'est même comme le climat. La modification de climat par le HAARP. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut faire une guerre bactériologique locale. Je pense qu'on peut créer des virus qui sont très dangereux, mais qui, en bout de ligne, vont être absorbés rapidement par une immunité collective. Donc, et donc, on peut mener une guerre locale bactériologique, là, mais je pense pas que ça puisse devenir une réelle pandémie avec des virus artificiellement créés. En tout cas, c'est ma théorie de la chose parce que
ils veulent tellement détruire les gens que je pense qu'ils l'auraient fait déjà si ça pouvait être fait. OK? Puis le lien avec le climat, c'est la même chose, c'est que avec, dans le fond, les stations HAARP, bon, il y en a 69 000 dans le monde et ce qu'on appelle les chemtrails, puis je veux dire, on sait tous que ça existe, les chemtrails. Je pense qu'on peut modifier localement la météo. Tu sais, on peut créer des précipitations. L'ingénierie climatique, oui. Absolument. Mais je pense pas qu'on puisse changer le climat global avec ça. Et parce que le climat global, c'est énorme, là. C'est beaucoup plus et contrer les effets du soleil par des activités humaines, quelles qu'elles soient, je pense pas que ça soit. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Ça. Donc, oui, surtout que toi, tu es à fond là-dedans maintenant, puisque tu prépares la fin de cette trilogie. Donc, les amis, vous comprenez pourquoi Sylvain fait ce genre de référence, puisqu'il est dans ses recherches-là maintenant sur ce genre de fabrique-là, la science et tout le tralala. Comment la politique tord la science, finalement, là, pour ses effets, mais plusieurs sciences. Je veux dire, toutes les sciences, il n'y a pas que les vaccins là, dont on va parler, mais je veux dire, le climat, c'est tellement important aussi, puis c'est tellement lié à la géopolitique aussi. Alors, tu vois, c'était important aujourd'hui de parler de ce système-là de départ, hein, ce système de porte tournante aussi, d'armées privées, etc. Et donc, de ces finances et de ce système économique où finalement, c'est dingue, les gens payent des impôts, on en revient toujours là, se crèvent à la tâche pour payer des impôts énormes, alors qu'au départ, c'était à la Première Guerre mondiale que ça a commencé, je crois que tu nous parlais de 1% sur le revenu, à peine. Oui, puis ça a toujours grimpé jusqu'à 27, là, encore un peu partout en moyenne. Et encore ici, à Genève, selon ton revenu, c'est 40% qui part. Et puis, il y a des pays nordiques, c'est encore plus. Oui, c'est ça. Tu vois, parce que dans le prochain chapitre, ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas compris cette histoire de propagande, comment on amène l'opinion publique à dire non, on ne veut pas, nous, Américains, partir en guerre en Irak, à ce qu'on a vu avec les attaques des tours et le Patriot Act qui a été signé dans la foulée, et comment ça a été amené pour qu'on passe des gens dans la rue qui manifestent on veut pas à la guerre, à il faut absolument protéger de nouveau la peur. C'est la propagande, mensonge. C'est oui, d'ailleurs, c'est le titre de ton 11e chapitre, un menteur pathologique. Oui, c'est ça. Il n'a fait que mentir pendant 8 ans. C'est ça. Donc, tu vas nous parler de la propagande et je te poserai pas mal de questions parce que c'est vraiment un sujet qui intéresse les gens parce que, de nouveau, tout le monde peut s'identifier aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que les politiciens sont des menteurs. En tout cas, en France, si tu n'as pas, si t'es pas un minimum criminel, tu peux pas être en politique. Quand tu vois les présidents qui se font juger après coup, mais Sarkozy, tous, je crois que sans exception. Oui. Je sais pas chez vous au Québec, mais en tout cas, ça fait partie du CV. Oui, en fait, si on regarde pour la France, à part De Gaulle, je veux dire, de mémoire, ce ne sont que des menteurs un après l'autre. Et même De Gaulle devait manipuler un peu, là, parce que lui, il devait manœuvrer contre les maîtres du monde, là. Mais c'est ça. Sinon, leur job, c'est de mentir, toujours et encore. Et Trump mentait comme les autres, mais il pouvait pas dire, lui, ce qu'il faisait. Lui, il mentait pour la bonne cause, alors que les autres mentaient pour la mauvaise cause. Sylvain, est-ce que tu estimes qu'on a fait le tour de ce chapitre? Parce qu'on arrive à la fin de cette capsule. Est-ce qu'il manque quelque chose de capital? Écoute, il y a plein de chiffres intéressants dans le chapitre, dans le livre, que je me souviens pas tous par cœur comme ça. Mais ça vaut la peine d'aller voir justement l'implication de tout ça. Mais ça nous permet de comprendre beaucoup de choses aussi, là, de comprendre le fonctionnement du complexe militaire industriel, puis de comprendre à quel point les ramifications sont énormes à travers le pays, puis l'implication est énorme. Et de voir que tout est lié à ça, que tout le militarisme américain, tout ce la promotion du patriotisme même américain qui a été complètement fabriqué, c'était pour engraisser le complexe militaire industriel américain et se permettre des guerres. Le reste, c'est les opérations sous faux drapeau et la propagande qui permettent d'entrer le pays en guerre.
D'autant plus que j'ai en mémoire des familles endeuillées qui ont perdu leurs enfants, qui allaient pour la cause, hein, vraiment. Quel lavage de cerveau, quel gâchis de vie humaine. Oui. Comme nous tous, d'ailleurs, nous sommes des gens sains mentalement. Oui. Et tout ce chaos et ce gâchis, enfin, c'est vraiment, j'essaie de rester polie, hein, quand même. Mais tu me connais, Sylvain, je pourrais utiliser des mots pires. Vraiment par une poignée de fous, psychopathes, vraiment. Oui. Bon, en tout cas, le menu à venir, les amis, comme on l'a dit, propagande pour vous faire avaler les pilules, hein, pour continuer à payer vos impôts pour payer la guerre. Je résume vite fait. Hein. C'est pas mal ça. On parlera aussi d'un chapitre que j'adore, qui s'appelle Mouton ou cobaye. Ça, ça résonne. Hein. Tu avais quand même une boule de cristal. Tu vas nous parler des premiers financements sur les tests sur les humains. Contrôle de la natalité. On est en plein dans ça maintenant aussi. L'eugénisme, les bactéries, les drogues sur les villes, la radioactivité. MK Ultra, évidemment, on ne pourra pas y échapper. Sylvain, tu t'es déchaîné dans ce livre. En fait, c'est ça, c'est que la déprogrammation, c'est l'espèce de guide complet de tout ce qui ne marche pas dans la société. Guerre et mensonge, c'est devenu c'est l'aspect historique de tout ça, mais qui est inspiré et évoqué dans la déprogrammation. Mais Mouton et cobaye, ce chapitre-là, c'est presque ce qui va découler en un troisième livre, qui est l'utilisation des sciences pour la politique, en fait, par la politique. Alors, cette fin de chapitre 10 se termine comme ceci. Tu fais une citation. Ceux que nous tuons sont ceux qui nous disent de vivre ensemble en harmonie et de nous aimer les uns les autres. Tu fais référence à Jésus, Gandhi, Lincoln, Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, etc. Il y en a plein d'autres. Effectivement, je vous laisse, les amis, méditer sur ça et passer le message aux gens qui doutent encore. Qui doutent encore. C'est ça. Hein, ceux qui ont fini comme ça. Sylvain, je te laisse le mot de la fin. Oui, en fait, c'est George Carlin qui avait parlé de ça, puis qui avait fait la remarque, puis il disait que tous les grands pacifistes de ce monde, les John Lennon aussi, et Bobby Kennedy, et tous ces gens-là, ils sont tous fait aussi d'une balle dans la tête. Donc, ça en dit long quand même sur notre société. Oui, et puis ceux qui, comme George Soros, s'en sortent bien, ils sont toujours là, accrochés comme une moule à son rocher. À 140 ans à peu près. C'est comme Rockefeller, comme Zbigniew Brzezinski, comme Henry Kissinger. Ils vivent 140 ans, 150 ans. Je me souviens plus dans si c'est dans Guerre et mensonge ou dans la déprogrammation où tu décris Rockefeller justement qui arrive à sa réunion avec la bavette tellement il tremble, il bave. C'est Kissinger, ça. C'est Kissinger. Ah, c'est Kissinger. Oui. Et qui, lui, le but, ce n'est que de détruire les peuples là, de la terre, tu sais, puis qui bave sur la moquette. J'aimais bien l'image. Mais Kissinger, quand il parle, t'as l'impression que c'est Jabba the Hutt. C'est incroyable. Il est encore là. Bon, vous l'avez compris, les amis, on est capable de parler de choses graves, mais de garder quand même le moral. Oui. On se retrouve la prochaine fois dans une capsule spéciale sur les menteurs pathologiques. Oui, voilà. Sylvain, je te dis à la prochaine et partagez cette vidéo, les amis. À bientôt. Merci. Bye bye tout le monde. Ciao.